J'écris ceci maintenant, parce que le sommeil ne vient pas, et parce que l'odeur est revenue. La cire, cette puanteur de suif animale que je n'arrive pas à me laver des mains, quoi que j'essaie. Je m'appelle Diego, je suis de Madrid, 32 ans, ingénieur géotechnicien, dans une petite boîte. Le week-end dernier, la nuit du samedi 11 octobre 2025, je suis allé dans les bois, au-dessus d'un village de la province de Lugo, avec deux amis, Matteo et Ivan. On ne courait pas après le surnaturel. On voulait finir un travail de cartographie et rendre ça agréable avec une nuit dans un ermitage en ruine, dont les gens du coin jurent qu'il est sûr si l'on reste silencieux et qu'on ne provoque pas le lieu. Ça devait être des heures sup faciles. Recouper des coordonnées, tester une trajectoire de drone au-dessus des châtaigneraies, dormir sous un toit plus vieux que nous tous. On se connaît depuis la fac. TP de terrain, bière pas chère et matin plus froid. Matteo filme tout. Il monte des vidéos de boulot en mini-docs que personne ne regarde sauf nos mères. Ivan, c'est le pragmatique, récemment divorcé, le genre de type qui vérifie la roue de secours avant la carte. Moi, je suis celui qui dit oui à trop de choses. Le plan était simple. Monter, prendre un caldo au bar du village, gagner l'ermitage avant le crépuscule, photographier les étoiles, tester la grille de vol du drone pour le lever du lundi, dormir et rentrer avant le déjeuner du dimanche. Le bar sentait la soupe et la laine mouillée. Le vieux au comptoir, Emilio, a-t-il dit, même si tout le monde l'appelait Don, a demandé où nous allions dormir. Quand on lui a dit le nom de l'ermitage, il a pincé les lèvres, puis a posé sur la table un petit cendrier comme un talisman. Il a dit que certaines nuits, les bois sont pleins d'un monde qu'on ne voit pas. Ne répondez pas si quelqu'un vous appelle par votre prénom, nous a-t-il dit. Si vous sentez qu'on vous glisse une offrande dans la main, laissez-la tomber. Si le vent tombe et que vous sentez la cire, mettez-vous dans un cercle de cendres et attendez sans parler. On a souri et promis qu'on ferait attention. Il n'a pas souri en retour. On a quitté le bar sous une bruine qui s'est changée en fine brume au moment d'arriver au départ du sentier. La Galice fait de l'humide une seconde atmosphère. Le sentier serpentait entre châtaigniers et chênes, un ver qui avale le son. L'ermitage était posé sur une épaule de roche au-dessus du village. On voyait son toit d'ardoise quand les arbres s'écartaient. Matteo parlait de time-lapse de nuages en mouvement. Ivan m'a montré une photo de son petit garçon avec un dinosaure en plastique. La première chose qui lui avait arraché un sourire de toute la semaine. Tout paraissait normal. Mieux que normal, honnêtement. Le boulot avait été bruyant et ici c'était très calme. L'ermitage était exactement comme Google l'avait promis. 4 murs, une porte unique pendue de travers à des gonds rouillés et un autel taillé dans la même pierre que la colline. On a posé le réchaud sur une dalle plate, mangé du pain et du fromage et le reste du caldo dans du plastique. Matteo sifflotait doucement en ajustant les platines du trépied. Ivan a étiré son mauvais genou et a grogné. J'ai senti l'électricité statique de la ville se décoller de moi. Après le coucher du soleil, les nuages se sont consumés et le ciel est devenu farouche, les étoiles parlant comme elles ne le font que loin des lampadaires. Nous étions 3 hommes et le froid, et c'était bien. À notre deuxième passage, pour prendre de l'eau dans un ruisselet en contrebas de la clairière, on a coupé au plus court et trouvé une bifurcation dont je ne me souvenais pas sur la carte. Au centre, quelqu'un avait tracé un anneau de cendre. Ce n'était pas un cercle de feu de camp, trop net, trop soigné. Et il y avait des gouttes de cire sur une pierre, comme quand des gamins penchent une bougie au-dessus du papier. Une petite croix de brindilles gisait à moitié enterrée, détrempée. Je l'ai poussée doucement du pied et elle a glissé dans un léger raclement. Ivan a dit que des gosses du village avaient dû jouer à la Semaine Sainte. Matteo s'est accroupi pour filmer, puis s'est relevé d'un coup, secouant la tête comme un cheval quand une mouche lui touche l'œil. On a fait décoller le drone pour vérifier les trouées du couvert, mais il est rentré trop tôt avec la batterie pleine, comme s'il avait heurté un plafond qu'on ne voyait pas. Matteo a juré doucement, a tapoté la radiocommande, l'a renvoyé. Pareil! Pendant qu'il bidouillait,
Ivan et moi avons remarqué une croix penchée, 2 bouts de bois liés d'une ficelle, posés en travers du sentier qu'on venait de prendre. Elle n'était pas là 10 minutes plus tôt. Je l'ai mise de côté sans réfléchir. L'air paraissait plus lourd, comme dans une boutique avant la fermeture où les vendeurs attendent que vous partiez. La vraie nuit est tombée vers 11h30. Les frontales sont passées en rouge pour préserver notre vision nocturne. Le réchaud cliquetait. Quand j'ai consulté mon téléphone pour l'heure plus tard, l'écran verrouillé affichait 0107 avec les secondes figées. Pas de réseau, juste l'heure comme un panneau peint. Je l'ai verrouillé, rouvert, au 107. C'était drôle jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Quelque part sur notre droite, en bas de la pente, une voix d'homme a dit mon nom. Pas fort, plutôt comme un salut d'un voisin qui tourne au coin. Diego. Comme ma mère quand je réponds au téléphone distrait. Je me suis à moitié tourné et j'ai attrapé la manche d'Ivan. Ne réponds pas, a-t-il dit. Et j'ai remarqué qu'il pétrissait sa mâchoire comme si elle lui faisait mal. On a éteint nos frontales et on s'est accroupi derrière une pierre basse. Les lumières qu'on prenait pour des fermes à travers les arbres n'étaient pas des fermes. C'étaient des mains qui les portaient, une petite chaîne d'or vacillante qui glissait le long de la pente. J'ai senti la mer un instant. Impossible si loin dans les terres, une odeur de sel qui coupait celle de feuilles pourries. Matteo a levé la caméra, mais n'a pas appuyé sur REC. Entre les troncs, j'ai vu des épaules voûtées sous des capuches, des visages comme des photos délavées, et devant une silhouette plus grande portant une croix qui paraissait plus lourde que ce que l'un de nous aurait voulu soulever. Les flammes des bougies brûlaient sans vaciller, même quand la brume les léchait. Quelque part derrière nous, la voix a redit mon nom, plus doucement. Diego. Psst. On a tenu bon pendant que la colonne passait en contrebas, mais la silhouette de tête a obliqué vers le haut, brouillée par les branches, et sans se presser est venue vers nous jusqu'à ce que je puisse presque toucher la croix. Une seconde main s'est levée, l'offrant patiente. J'aimerais prétendre que j'ai vite repensé à l'avertissement de Don Emilio, que j'ai aussitôt laissé retomber ma propre main, mais la vérité c'est que j'ai tendu la mienne et ne me suis arrêté que parce que le bois était froid, d'une façon dont le bois n'est pas censé l'être. Ma paume en est revenue humide, luisante d'une cire qui n'en était pas tout à fait. Le monde a penché d'un cran. Matteo a sifflé mon nom entre ses dents, comme s'il pouvait me tirer en arrière avec. On a couru sans dignité. La procession ne nous a pas poursuivis. Elle n'en avait pas besoin. Les santes qu'on connaissait 2 heures plus tôt refusaient d'être là où on les avait laissés. La structure la plus proche était un oreo, un grenier à grains sur des pieds de pierre, à 10 mètres du sentier, et on s'y est entassé en tirant la porte gouachi presque fermée. Les lattes laissaient passer des fils de lumière et l'odeur de vieux grains et de souris. Dehors, la lueur des bougies passait comme une rivière à la tâche. Ma paume brûlait de froid là où la non-cire avait bavé. Quand je l'ai essuyée sur mon pantalon, elle a laissé un éclat terne d'huile. Le loquet a cliqueté légèrement sans vent pour le bouger. Puis quelque chose de petit et pâle s'est pressé sous la porte. Pas un doigt, mais l'idée d'un doigt. Une boursouflure de cire cherchant une place comme le fait l'eau. J'ai frappé du talon et ça s'est aplati, en s'étalant, puis ça s'est rassemblé de nouveau. Lent, patient, jusqu'à ce qu'Ivan enfonce sa botte assez fort pour le repousser. Il a murmuré une prière dont j'ignorais qu'il la connaissait, sans ostentation. Juste des mots venus de quelque part de plus ancien que nous. Matteo a dit s'il te plaît 2 fois, à la pièce ou à l'air. Dehors, quelqu'un est passé. Un son comme du tissu frottant l'écorce, mesuré comme une cloche qui sonne. J'ai arraché la boîte de cendres du réchaud, les mains tremblant si fort que j'ai failli la renverser dans les interstices des planches, et j'ai tracé autour de nous un anneau sur le bois éclaté. Ça paraissait ridicule jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Quand le cercle s'est fermé, la lumière de dehors s'est amincie, comme un verre dépoli entre eux et nous. Le loquet s'est levé et retombé 1 fois, 2 fois, 9 fois. Compter les coups me faisait mal à la gorge. Personne n'a parlé.
L'odeur de suif était si forte que je pouvais la goûter, grasse et ancienne. À travers les lattices, je voyais des sandales, mais pas de pieds dedans, juste le cuir, puis plus rien, comme une page tournée. L'aube est venue comme si quelqu'un soulevait un chiffon mouillé. Quand on a enfin ouvert la porte, l'air s'est remis à bouger et les oiseaux ont refait leurs petites blagues habituelles. Au seuil pendait une nouvelle croix de bois au loquet qu'on n'avait pas fermé, la ficelle encore humide. Dans la boue au bas des marches, des empreintes, nues, humaines, descendaient toutes vers le ruisseau, sans motif de retour. Sur le plancher du grenier, le cercle de cendres était éraflé mais intact. J'ai ramassé un ruban lâche que je prenais pour un déchet et j'ai vu mes initiales brodées avec un fil terni. DG. Je ne possède rien de brodé. On n'en a pas parlé en rangeant, parce que parler voudrait dire décider si c'était arrivé. L'ermitage avait l'air d'une carte postale qu'on achèterait dans n'importe quelle station-service. Ruine pieuse, oubliable. J'ai frotté ma paume gauche avec du sable et de l'eau jusqu'à la mettre à vif. Mais la lueur restait et l'odeur aussi, comme si j'avais aidé à dépecer quelque chose. En redescendant, aucun de nous ne voulait être le premier. Aucun ne voulait être le dernier. On a remis le drone dans sa housse comme si on s'excusait auprès de lui. De retour à Madrid, je me suis dit qu'on s'était monté la tête dans un endroit fait pour les histoires de fantômes. Je me le suis répété pendant que je récurais au liquide vaisselle, aux marques de café, à l'alcool à friction, jusqu'à ce que ma peau proteste et que l'odeur persiste quand même. J'ai dormi quelques heures lundi et me suis réveillé à 1h07 pile avec le bruit de pas lents dans le couloir devant mon appartement. Des pas qui s'arrêtaient à ma porte puis repartaient, comme un voisin qui marche avec un bébé dans les bras. Mardi, pareil. Mercredi, j'ai rêvé que je portais quelque chose de lourd entre des rangées d'arbres et que ce poids n'était pas un fardeau, mais une tâche qu'on m'avait confiée il y a longtemps. Quelque chose que j'avais oublié et que j'étais heureux de me rappeler. Jeudi, j'ai ouvert le dossier partagé de Mathéo pour trier les clips du lever. La plupart des fichiers étaient nickel. Blague tremblotante, horizon, Ivan qui se plaint de ses genoux. Un clip que je ne reconnaissais pas commençait noir, puis montrait nous trois traversant la clairière dans une lumière dorée vacillante. La caméra était basse, comme posée au sol. Nous sommes passés devant et je me suis figé. J'étais pieds nus. Je ne me souviens pas avoir perdu mes bottes. Une sangle noire me barrait la poitrine et quelque chose de long et sombre dépassait par-dessus mon épaule. L'horodatage disait 003 le 12 octobre. Derrière moi, Mathéo et Yvan gardaient une distance respectueuse, la tête baissée comme des endeuillés. J'ai refermé l'ordinateur si vite que la tasse a sursauté. Ce soir-là, Don Emilio a appelé. Il n'aurait pas dû avoir mon numéro, mais il a dit qu'Ivan le lui avait donné pour demander si on avait trouvé un chapelet. Non, ai-je dit, on n'avait rien emprunté. Il a fredonné d'une voix édentée et m'a dit de ne pas répondre si quelqu'un venait rapporter ce que j'avais déjà pris et de vérifier mes sacs pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui n'était pas à moi. Après qu'on a raccroché, j'ai ouvert mon sac et j'ai trouvé, sous le chargeur du drone, une sangle de cuir noir, craquelée, qui sentait la fumée et les vieilles églises. Elle m'allait à la poitrine sans réglage. Je l'ai posée sur la table et je suis allé me laver les mains encore. Quand je suis revenu, la sangle était enroulée en un cercle net, comme si elle voulait être un anneau autour de quelque chose. Aujourd'hui, je suis passé au magasin chinois du coin pour des piles. Je suis passé devant le rayon des bougies et un bout, le modèle le moins cher, a crachoté et a pris feu. Il n'y avait pas de briquet à côté, pas d'allumette. Le vendeur n'a pas levé les yeux. Je suis resté là comme un idiot, à regarder la cire couler en ligne sur le côté. Un fil parfait qui m'a rappelé ce truc qui poussait sous la porte de l'Oreo. En rentrant, le couloir sentait légèrement l'air salé, alors que je vis à 600 km de la mer. Quelque chose avait été enfoncé dans la fente de ma boîte aux lettres, et je m'attendais à ce qu'une bougie tombe. Elle était vide. Si vous avez grandi en Galice, vous avez sans doute un nom pour ce sur quoi nous sommes tombés.
Je n'y ai pas grandi, mais ma grand-mère, oui. Et certaines de ces histoires portaient les mêmes souliers. Une procession qui avance comme une corvée. Les vivants enrôlés pour conduire les morts, le poids dans vos mains, une croix qu'il ne faut pas accepter. Je croyais que c'était pour faire peur aux enfants et les faire rentrer avant la nuit. Ce soir, avant d'écrire ceci, j'ai fait un petit cercle de cendres sur une assiette, parce que c'est moins ridicule d'être ridicule exprès que de faire semblant que rien de tout ça n'arrive. La sangle qu'ils m'ont offerte, parce que je pense que c'était ça, une offre, repose enroulée comme un serpent endormi. Je continue à sentir la cire quand l'air est parfaitement pur. Je n'arrête pas de penser à l'image de la vidéo et à l'air calme que j'ai en portant ce poids. Je n'arrête pas de penser au fait que les flammes ne vacillaient pas et que l'air ne bougeait pas jusqu'à ce que nous tracions le cercle et à ce ruban avec mes initiales posé là où je me tiendrai pour partir. Si c'est une farce, elle est méchante et en sait trop. Si ça ne l'est pas, alors il y a un horaire que je ne fixe pas mais qui me garde quand même à 1h07, la minute où mon téléphone a appris à n'être qu'un signe. Il est encore tard et les pas sont revenus dans le couloir. Pas, pause, pas, un coup plus sourd que des jointures. Quelque chose comme du bois sur du bois. Je vais poster ceci puis m'asseoir dans mon petit cercle de cendres comme un enfant, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre.